de la prospective, elle n'a pas pour objet de prédire l'avenir. Elle n'a pas pour objet non plus de le dévoiler, mais de nous aider à le construire, avec l'idée que l'avenir se construit. L'avenir n'est pas un déjà là qui est donné et qui marche inexorablement vers nous. Il est au lieu des possibles. Rêver, collaborer et se mettre en action pour un Sahel souhaitable à l'horizon 2040. Vous écoutez à présent le podcast Sahélien-Sahélienne 2040, porté par le campus de l'Agence française de développement. Ce podcast donne la parole à des personnalités inspirantes pour nous éclairer sur les enjeux de la région et décrypter ensemble le Sahel d'aujourd'hui et de demain grâce à la prospective positive. C'est parti, laissons place aux discussions. Bonjour, je suis Jean-David Naudet, je suis chargé de recherche à l'Agence française de développement et je reçois aujourd'hui Gilly Haby dans le cadre de la première saison du podcast Sahélien-Sahélienne 2040. Bonjour Gilly Haby. Bonjour. Gilly Haby, vous êtes docteur en sciences économiques. Vous avez été directeur pour l'Afrique de l'Ouest de l'International Crisis Group. Vous avez été journaliste à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Et vous êtes fondateur et directeur exécutif de l'association Wati. Vous supervisez et pilotez les activités de ce think tank Wati, dont l'équipe permanente est basée à Dakar. Alors Wati, c'est une plateforme ouverte de production et de dissémination de connaissances et de propositions sur toutes les questions cruciales pour le présent et le futur de l'Afrique de l'Ouest et des autres régions du continent. À ce titre de directeur de Wati, mais aussi en tant qu'analyste, vous êtes régulièrement invité à partager vos réflexions sur les questions politiques, économiques, sur les questions d'éducation et de sécurité, avec diverses organisations africaines et internationales. Vous intervenez aussi souvent sur les médias, vous publiez depuis une quinzaine d'années des tribunes sur les questions politiques et économiques africaines. Et enfin, vous animez la chronique hebdomadaire Ça fait débat avec Wati, qui est diffusée sur Radio France Internationale. La première question de ce programme, au titre de ce programme qui est un programme prospectif que l'on souhaite vous poser, est la suivante. Nous sommes en 2040. À quoi ressemble votre Sahel souhaitable? Bonjour à nouveau. Le Sahel en 2040, mon Sahel souhaitable, il ressemble à une région en paix, avec un niveau de sécurité, je dirais, ordinaire, c'est-à-dire sans doute un peu d'insécurité, de violence comme partout dans le monde, mais un Sahel qui se sera sorti d'années de graves crises sécuritaires et de graves violences par toute une série de groupes armés. Et un Sahel où il n'y aurait plus de violations massives de droits de l'homme et donc à nouveau un Sahel plutôt en paix. Mais je verrai également, je vois un Sahel où les enfants, une très grande majorité des enfants, ont accès à l'éducation sous une forme ou une autre. L'idée, ce n'est pas nécessairement que on soit toujours dans les mêmes modèles éducatifs. Le plus important étant que tous les enfants aient accès à des savoirs, à du savoir-faire et à du savoir-être, et qu'on ait réussi à trouver entre-temps des modèles qui soient compatibles avec les besoins, l'immensité des besoins éducatifs dans cette région, en lien évidemment avec la démographie. Et je verrai aussi un Sahel qui aura échappé aux conséquences les plus dramatiques des changements climatiques, qui aura trouvé les moyens de s'adapter à ces changements et qui aurait donc maintenu un appareil de production de biens et de services essentiels pour ces populations. Et enfin, un Sahel économiquement dynamique, évidemment un Sahel où la majorité de la population a accès aux besoins les plus fondamentaux. Disons que c'est vraiment ça qui me semble être le plus important. Et si le Sahel de 2040 ressemble à ça, je pense que ce sera déjà une très bonne nouvelle pour les Sahéliens, mais aussi pour tous les autres Africains. Merci pour votre vision du Sahel en 2040. Alors vous avez commencé par mentionner que c'était un Sahel qui était en paix.
Aujourd'hui, il est vrai que les questions de sécurité dominent l'actualité et les préoccupations sans doute des populations sahéliennes. Quelle est votre analyse de cette situation actuelle et comment imaginez-vous cheminer de la situation actuelle à celle d'un Sahel en paix en 2040? Alors, je crois que lorsqu'on regarde la situation actuelle, 2021, il est difficile d'être très optimiste puisque les tendances ne sont pas bonnes depuis de nombreuses années. Et après déjà une dizaine d'années de crise au Mali, on voit bien que la situation n'est pas stabilisée et que, au contraire, on a des pays voisins qui sont de plus en plus affectés par l'insécurité et la violence. Je crois que le point le plus important, c'est la complexité de la situation. Et si on se projette aussi dans l'avenir, c'est se projeter en étant bien conscient de la réalité actuelle. Ça veut dire aussi percevoir la diversité des facteurs de conflit et de violence et travailler à la fois sur tous ces facteurs. Je crois qu'on oublie souvent l'élément des moyens de la violence. Je crois que les moyens de la violence, c'est un élément clé. Lorsqu'on a une prolifération d'armes de guerre dans une région, lorsqu'on a des moyens financiers qui proviennent d'économies illicites qu'on ne maîtrise pas, y compris des trafics de drogue, de cocaïne notamment, on doit bien réaliser que c'est un élément essentiel aussi sur lequel il faut travailler et qui est peut-être un peu absent aujourd'hui de la réflexion sur l'état du Sahel. Je crois qu'il y a bien sûr aujourd'hui une reconnaissance par tout le monde que la solution militaire à elle seule, évidemment, n'est pas justement une solution complète et qu'il faut mettre l'accent sur les questions de gouvernance politique, sur les questions de relance économique et qu'il faut du dialogue avec le plus d'acteurs possible, y compris des acteurs locaux et des acteurs de la violence. Mais je crois qu'il ne faut pas négliger aussi la nécessité de maintenir un rapport de force qui ne soit pas en faveur des groupes armés, qui parfois viennent d'ailleurs des autres pays qui sont en proie de graves déstabilisations. Je pense évidemment à la Libye, mais pas seulement. Donc je crois que la réponse à la question sécuritaire dans le Sahel au cours des prochaines années, elle doit tenir compte de l'ensemble de ces facteurs, elle doit traiter aussi bien les questions politiques, je dirais, internes, les conflits locaux, mais il faut bien comprendre à nouveau qu'on peut avoir de la conflictualité sans avoir de la violence importante si on n'a pas les moyens de la violence. Donc il faut aussi travailler à contrôler les moyens de la violence et enfin, la question des États. Elle est fondamentale dans mon analyse de la situation sécuritaire. Dans les prochaines années, il faut continuer à construire des États qui soient plus forts dans le sens de leur capacité à procurer de la sécurité et à procurer également des biens et services essentiels aux populations. Ça veut dire des systèmes de sécurité forts, efficaces, mais aussi évidemment respectueux de l'intérêt des populations et évidemment des systèmes de sécurité qui ne soient pas aussi des acteurs finalement de la violence contre les populations civiles. On va aborder la question de l'État et de la gouvernance dans la région peut-être. Auparavant, sur ces questions de sécurité, vous avez participé, je crois, activement à la coalition de la société civile pour le Sahel, qui a diffusé récemment un rapport avec des recommandations et qui recommandait notamment de changer les priorités et les indicateurs de progrès dans la région. Peut-être pouvez-vous en dire un mot? Oui, Wati est membre de la coalition citoyenne pour le Sahel et l'élément clé du premier rapport de cette coalition, c'est la protection des civils. C'est la nécessité de considérer comme prioritaire la protection des civils dans la région du Sahel. Alors la protection des civils, ça passe justement aussi par un changement des indicateurs de mesure des progrès. Et donc, plutôt que de faire le décompte du nombre de terroristes neutralisés, pour respecter la terminologie des forces armées, plutôt que de considérer que c'est finalement le plus important, on devrait réellement plutôt essayer d'apprécier une meilleure protection des civils,
une capacité des enfants à retourner à l'école, une capacité à rouvrir des services lorsque l'État a totalement disparu de certaines régions, et donc être en fait beaucoup plus ambitieux dans ce qu'on considère comme étant des indicateurs de succès. D'autant plus que l'élimination des terroristes, on a bien vu sur une dizaine d'années qu'au fond, on a toujours une grande capacité finalement à renouveler les membres de ces groupes armés, et on a vu dans d'autres régions du monde aussi qu'après des décennies de lutte contre le terrorisme avec un objectif de neutralisation des chefs et des acteurs du terrorisme, on n'arrive pas nécessairement à créer une situation de sécurité. Et donc le message de la coalition, c'est de dire mettons la protection des civils comme priorité première, et comprenons aussi que cela passe par le renforcement, par exemple, de la justice, la lutte contre l'impunité. Cela passe aussi par le fait de mettre du dialogue politique et du dialogue finalement tous azimuts au cœur aussi de la réponse politique aux conflits qui sont nombreux dans la région. Cela veut dire finalement comprendre que les populations civiles sont tout à fait légitimes à prendre toute leur place dans la recherche des solutions à la crise dans les pays du Sahel. Vous avez abordé à plusieurs reprises déjà la question politique, la question de la gouvernance. Quelle est votre analyse de la situation sahélienne aujourd'hui, de ces tendances sur les années récentes, et puis peut-être aussi des sources potentielles de changement qui peuvent animer dans les années et décennies à venir cette question de la gouvernance dans la région? Oui, cette question de la gouvernance politique, elle est essentielle dans les travaux de Wati et dans ce qu'on essaie de faire dans la région ouest africaine de manière générale, puisque la réflexion qu'on a sur les questions politiques, la nature de la démocratie et les pratiques politiques qui, à notre sens, devraient être encouragées, c'est une réflexion qui ne se limite pas à l'espace sahélien. C'est une réflexion beaucoup plus générale qui, je pense, peut être également utile pour l'ensemble d'ailleurs des pays africains qui essaient de construire des systèmes politiques qui soient démocratiques. Et le point principal de cette réflexion consiste à dire qu'il faut déplacer je dirais le focus des élections vers la gouvernance démocratique, je dirais, permanente. Donc, passer d'une obsession, une quasi-obsession de la démocratie réduite souvent au fait d'organiser régulièrement des élections, à la démocratie comme valeur, comme principe et comme rapport entre les gouvernants et les gouvernés. Et nous avons proposé un certain nombre de pistes assez précises pour justement effectuer ce déplacement. Alors, ça ne veut pas dire renoncer aux élections, ça veut dire ajouter finalement aux élections les dimensions non électorales de la démocratie qui, à notre sens, donnent du sens aux élections, donnent de la substance aux élections et donnent plus de chances d'avoir des processus électoraux qui permettent d'avoir des dirigeants soucieux de l'intérêt général et des gouvernants qui restent de manière permanente, au fond, sous le regard exigeant des populations qui les choisissent. Et je crois que il y a un objectif à se fixer et il y a bien sûr la réalité à partir de laquelle il faut penser cet objectif et donc penser le processus qui nous permet d'aller vers cette forme de démocratie. Et concernant les pays sahéliens, on a des pays qui sont encore dans des situations de crise, qui sont dans des transitions, disons, très fragiles comme au Mali. La question, c'est de savoir est-ce qu'on reproduit les modèles politiques qui ont montré leurs limites ou est-ce qu'on profite au fond de ces phases de transition, justement, pour mettre sur la table les fonctionnements politiques les plus défaillants et pour penser des modèles qui soient beaucoup plus ambitieux, tout en étant à nouveau réalisables. Parce que nous, on est très aussi attachés au réalisme et on considère qu'il ne s'agit pas de tout renverser,
tout simplement parce que c'est pas possible, mais qu'il faut trouver, disons, des objectifs qui sont réalisables et dessiner le chemin qui permet d'avoir à nouveau des systèmes démocratiques qui soient beaucoup plus organisés autour d'un autre rapport entre les gouvernants et les gouvernés. Je pourrais juste citer un exemple. La question de la concentration des pouvoirs, par exemple, nous semble être un problème majeur. On le voit, on a dans beaucoup de pays sahéliens, des pays qui ont une tradition un peu de présidentialisation très forte, et on voit bien que cela finit par nuire considérablement à l'équilibre des pouvoirs. Pour nous, il faut réfléchir à des modèles qui permettent réellement d'avoir davantage d'équilibre des pouvoirs et d'avoir des institutions qui permettent de fixer des garde-fous d'une certaine manière au pouvoir exécutif. Un autre élément important, c'est les juridictions constitutionnelles. Il est extrêmement important d'avoir des juridictions constitutionnelles qui soient réellement les garantes en fait des valeurs que les pays se sont données dans leur constitution, et que ces juridictions constitutionnelles évidemment soient réellement indépendantes, ou en tout cas aient la capacité de préserver les bases fondamentales de la démocratie et de l'état de droit. Ce sont quelques exemples. Il y a beaucoup d'axes de réflexion, d'axes que nous proposons, mais je crois que ce serait très intéressant que cette réflexion se traduise dès maintenant dans les processus de transition par une réflexion collective ordonnée par rapport à nouveau au système démocratique que nous voulons construire pour les jeunes et pour les prochaines générations. Alors, souvent, la question de l'État ou de la gouvernance dans la région et ailleurs aussi est posée à travers sa capacité à fournir des services aux populations, et en particulier des services aux populations éloignées des centres. On dit souvent que la crise sahélienne est avant tout une crise rurale. Est-ce que c'est une bonne façon de voir les choses d'après vous, et si oui, est-ce que on a aussi est-ce que vous avez aussi des propositions pour changer de modèle dans cette fonction de l'État qui est de fourniture de services aux populations? Oui, tout à fait. Et ça me permet aussi de faire une distinction qui pour moi est importante. Je crois que la question de l'État, il y a deux dimensions qu'on confond parfois. Il y a la dimension de légitimité politique, justement, de ceux qui exercent à un moment donné le pouvoir d'État, et donc qui sont issus d'élections. Et donc, c'est au fond une forme de légitimité démocratique qui serait liée au fait que ceux qui sont au pouvoir ont été choisis par des électeurs et par les citoyens. Je crois qu'il faut distinguer cette question importante de la légitimité démocratique de celle de la capacité des États. On peut avoir des États qui soient légitimes, on peut avoir des gouvernants qui soient élus à l'issue d'élections réellement d'ailleurs régulières, mais qui soient à la tête d'États qui ne soient pas capables, de produire des biens publics, qui ne soient pas capables de mener des politiques publiques au service des populations. Et on peut avoir, à contrario, des États qui sont capables de faire des choses, qui sont capables de produire de la sécurité, de produire du bien-être économique et social, et qui ne soient pas légitimes du point de vue démocratique. Il y a des exemples dans le monde. Et je crois qu'il faut qu'on ait l'ambition au Sahel de construire les deux. Des États qui soient légitimes du point de vue démocratique, qui répondent à leur population, qui soient issus de la volonté collective des populations, mais des États qui soient aussi capables de produire des résultats. Et d'ailleurs, si ces États finalement ne produisent pas des résultats en termes de sécurité et de bien-être économique et social, je crains fort que cela nous sape aussi la capacité à maintenir la démocratie sur la longue durée. Une démocratie qui ne produit pas des résultats vitaux pour les populations, à un moment donné, les populations ont tendance à se dire, finalement, on préfère peut-être des gouvernements autoritaires qui soient capables de produire au moins de la sécurité. Et donc, je crois qu'il faut distinguer ces deux dimensions, mais voir aussi dans quelle mesure ces deux dimensions peuvent s'alimenter l'une et l'autre. Sur la question des inégalités, parce que ce que vous dites sur la crise rurale, je pense que c'est tout à fait vrai. Pour moi, ça permet de mettre l'accent sur les inégalités territoriales, les inégalités carrément spatiales. C'est très clair lorsqu'on regarde les indicateurs d'éducation ou de santé qu'on a des inégalités qui sont parfois extrêmes dans les pays du Sahel. Ça veut dire que selon qu'on soit né dans la capitale
ou à 100 ou à 800 km de la capitale, on a des chances d'avoir une vie, disons, décente qui sont extrêmement différentes. Et je crois que pour moi, ça appelle à aussi insérer dans les constitutions, ou en tout cas dans la réflexion sur la démocratie, s'assurer d'avoir une dépolitisation des administrations et d'avoir un suivi permanent de l'évolution des inégalités entre les territoires. Et là aussi, je crois qu'il y a des propositions concrètes qui peuvent être faites d'un point de vue institutionnel pour qu'on puisse savoir est-ce que les inégalités d'accès à l'éducation, des inégalités d'accès à la santé, est-ce qu'elles sont en train de se réduire ou pas selon qu'on est dans telle région ou dans telle autre région. Et je crois que si on travaille également sur ces dimensions, on aura réconcilié justement le besoin de légitimité démocratique et le besoin de légitimité de l'État par la qualité des services qui sont offerts par ces États. Merci de ces propos très éclairants, notamment sur cette distinction entre capacité et légitimité de l'État, et puis sur les considérations sur les inégalités. Au cœur de la capacité de l'État à fournir des services, il y a sans doute la question éducative sur laquelle vous avez beaucoup réfléchi, je crois. Est-ce qu'on peut parler de crise éducative dans la région sahélienne? Si oui, quels en sont les contours et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme perspective dans ce domaine? Oui, je crois qu'on peut parler de crise éducative, mais je crois surtout que lorsqu'on réfléchit sur toutes ces questions, on voit bien que toutes les questions sont liées. La question de la sécurité, de l'économie, de l'éducation et de la gouvernance politique, toutes ces questions sont liées. Si on n'a pas un bon leadership politique, évidemment, on a peu de chances d'avoir également, à un moment donné, des États qui ont su mener des politiques éducatives qui aient obtenu des résultats. Et je crois que ce qu'on observe aujourd'hui au Sahel, qu'il s'agisse par exemple de la qualité des forces de sécurité, des forces armées, les militaires, les soldats, les policiers, eux aussi sont passés par un système éducatif. Et donc, plus votre système éducatif et de formation est performant depuis le début jusqu'à la fin, plus vous avez la capacité d'avoir des hommes et des femmes qui soient efficaces dans les emplois qu'ils vont ensuite occuper dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc, c'est très clair, à mon avis, que la crise éducative nourrit toutes les autres crises que nous avons dans les pays du Sahel. Et cela appelle, à mon avis, effectivement, à accorder aussi une priorité essentielle à l'éducation, à la formation, en étant là aussi extrêmement réaliste, en regardant aujourd'hui la démographie de la région, ce qu'on sait déjà comme tendance en termes de croissance démographique, ce que ça signifie en termes de nombre d'enfants à scolariser. Et cela appelle, à mon avis, à avoir une approche très pragmatique et à imaginer que ça ne va pas être nécessairement avec les modèles tels qu'on les imagine jusque-là qu'on va réussir à fournir ce qui me semble être l'essentiel, c'est-à-dire les savoirs fondamentaux, les savoir-faire fondamentaux, les savoir-être fondamentaux à la majorité des enfants. Nous avons aussi sur cette question de l'éducation un certain nombre de pistes qui demandent bien sûr à être débattues, à être approfondies, mais je crois que les principes de base, c'est vraiment le principe de pragmatisme et le principe d'une réflexion collective permanente sur les systèmes éducatifs. Et évidemment, s'adapter à la réalité du Sahel, c'est aussi avoir une approche très simple, je dirais, revenir aux fondamentaux. Il ne s'agit pas nécessairement de mettre de la technologie partout. Si on n'a pas d'électricité, ça va être un peu compliqué. Il s'agit de faire en sorte à nouveau que les enfants soient éduqués très vite à l'environnement, éduqués à la société, à la vie en société, et qu'on revienne à nouveau aux bases fondamentales de l'éducation. Et je crois que sur cette question aussi, il y a énormément de besoin de réflexion collective et d'action collective. Quand on imagine l'avenir de la région, mais plus largement de l'ensemble des régions du monde, à long terme, on pense évidemment aux questions politiques, aux questions éducatives, on en a parlé, on pense souvent aussi aux questions environnementales. Alors, peut-être un premier réflexe devant les questions brûlantes de crise sécuritaire, de crise de gouvernance, de crise éducative. Ces questions ont peut-être moins d'actualité dans la région sahélienne.
Est-ce que c'est une question de riches, si je puis dire, ou est-ce qu'il faut vraiment se préoccuper aussi dès maintenant des questions environnementales et dans quelle dimension joue-t-elle sur l'avenir de la région? Oui, il faut évidemment s'en préoccuper, et je dirais un peu plus que s'en préoccuper, parce que les conséquences en réalité de la dégradation de l'environnement sont déjà là, et les conséquences également des changements climatiques sont déjà là, et toutes les études scientifiques montrent que le Sahel fait partie des régions les plus affectées par ces changements climatiques et qui pourraient l'être encore davantage au cours des prochaines années, des prochaines décennies. Après, c'est vrai, il y a une très grande difficulté à mettre la question environnementale à l'agenda et à intéresser les populations qui sont confrontées à des défis quotidiens de survie dans beaucoup de régions du Sahel aujourd'hui. Donc, lorsqu'on leur dit que on risque d'avoir des dégâts environnementaux majeurs dans 10 ou dans 20 ans, évidemment, il est un peu difficile de le convaincre de l'importance de la priorité accordée à cela, alors qu'on fait face à nouveau au quotidien à des difficultés d'accès à l'eau, ou d'accès à l'alimentation, ou simplement d'accès à la sécurité. Mais je crois que la question environnementale, à nouveau, nous conforte, nous, à Wati, dans notre choix de travailler sur toutes les questions à la fois et d'établir des liens entre toutes les questions. Le développement économique et social dans le pays du Sahel va dépendre de manière très directe par exemple, de la production agricole. Et la production agricole, elle, est très dépendante des évolutions climatiques. Et donc, le lien, il est explicite, il est immédiat. Et c'est pour ça, en revenant à la question de l'éducation, qu'on considère, par exemple, que le lien avec la nature, la protection de la biodiversité, qui est aussi un sujet assez peu discuté, je crois qu'il faut éduquer les enfants très tôt à l'importance, justement, de leur environnement, à l'importance des ressources naturelles, à l'importance de la biodiversité, et que cela veut dire repenser totalement à nouveau la manière dont on éduque les enfants, mais pas seulement les enfants, dans la sensibilité à ces questions environnementales. Mais je vois aussi sur cette question, malgré tout, dans beaucoup de pays sahéliens et non sahéliens, dans beaucoup de pays africains, des initiatives portées par des jeunes qui mettent de plus en plus l'accent sur l'environnement, au moins dans les capitales. Et je crois que c'est un mouvement qu'il faut accompagner, c'est un mouvement qui est prometteur et qui permettra à un moment donné aussi à nouveau de sensibiliser autant sur les questions de sécurité que sur les questions environnementales, à nouveau, qui sont absolument liées. Peut-être une dernière question de ce grand tour d'horizon qu'on vous fait faire, celui de la position du Sahel dans le monde. Alors, premièrement, dans l'Afrique de l'Ouest, parce que je crois que vous êtes un militant de la non-séparation, si je puis dire, des questions sahéliennes avec celles plus larges de l'Afrique de l'Ouest, et puis peut-être des interdépendances internationales et mondiales. Quelle est la place de la région sahélienne dans les décennies à venir dans cette évolution mondiale? Oui, c'est effectivement une question qui m'intéresse beaucoup et qui nous intéresse à Wati de par notre positionnement sur l'Afrique de l'Ouest. Je crois tout simplement qu'il faut de la cohérence dans les choix qui sont faits sur le continent. Dès lors qu'on a fait le choix d'organiser le continent depuis quand même quelques décennies en région et en communauté économique régionale, la CEDEAO notamment en Afrique de l'Ouest, je crois qu'il est important de respecter cette cohérence et d'éviter la prolifération notamment des institutions et d'avoir un peu chaque fois des hésitations quant à l'espace dans lequel on veut promouvoir notamment l'intégration économique et l'intégration politique et humaine finalement des populations. Et donc c'est dans ce sens que je trouve qu'il faut éviter la fragmentation et il faut éviter que le Sahel ne s'enferme. Et alors que l'avenir du Sahel, c'est aussi son voisinage immédiat. Lorsqu'on prend les pays individuellement, le Mali, le Burkina, par exemple, ces pays ont des liens très forts avec leurs voisins côtiers du Sud, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo. Et je crois que il est très important, lorsqu'on essaye de tracer un meilleur avenir pour le Sahel, il est très important de ne pas déconnecter le Sahel, disons, de son environnement immédiat et des pays côtiers, parce que l'intégration économique dans l'espace ouest africain, à mon sens,
elle est absolument indispensable également pour qu'on ait un Sahel en 2040 qui soit, qui soit beaucoup plus en paix et dans un meilleur état pour ses populations. Je crois qu'il faut absolument que l'intégration régionale ouest-africaine ait fait des progrès importants d'ici là. Ça veut dire accélérer les flux commerciaux, ça veut dire faire tomber un certain nombre de barrières de manière à ce que justement les infrastructures connectent davantage les populations du nord et du sud, celles qui ont accès à la mer et celles qui n'ont pas accès à la mer. Et je crois que cela va dans le sens aussi de l'intégration à l'échelle du continent. Je crois que nous arrivons au terme de cette interview. À moins que vous souhaitiez mentionner un sujet que nous n'ayons pas abordé. Non, je pense que dans la question de la recherche scientifique et de manière plus générale, la question aussi du débat d'idées, évidemment, elle est importante. Bon, parlant du point de vue de Wati, évidemment, nous promouvons cette réflexion permanente et ce débat public citoyen comme étant une composante essentielle de la démocratie. Donc, dans ce que je disais tout à l'heure sur les réformes peut-être politiques institutionnelles que nous estimons essentielles pour construire des démocraties plus substantielles, je crois que le débat public institutionnalisé fait partie des propositions les plus importantes. Il faut absolument que sur toutes ces questions, on associe davantage d'acteurs de la société à la réflexion et à l'action. Merci beaucoup Gilles Yabi de vos éclairages sur la situation actuelle du Sahel et surtout sur la situation future et les tendances et les sources de changement futurs. Merci d'avoir pris le temps de nous éclairer dans le cadre de ce podcast. Chers auditeurs et chères auditrices, merci de votre écoute. À très bientôt pour le prochain podcast, toujours aux côtés de personnalités sahéliennes. Nous continuerons de décrypter ensemble le Sahel de 2040. À très bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Sahélien-Sahélienne 2040 du campus de l'Agence française de développement. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Mais en fait, qu'est-ce que le programme Sahélien-Sahélienne 2040 ? Le programme Sahélien-Sahélienne 2040 est porté par le campus de l'Agence française de développement, parrainé par l'écrivain Felwine Sarr, en partenariat avec l'Institut des futurs souhaitables, l'école doctorale des ateliers de la pensée, l'Inter-Réseau développement rural et l'Agence Conseil Zeidé. Il rassemble une communauté d'actrices et d'acteurs du changement sahéliens qui ont l'envie de construire un nouveau récit collectif souhaitable pour leur région et d'agir ensemble pour qu'il se réalise. Pour découvrir le profil des personnalités inspirantes du programme Sahélien-Sahélienne 2040 et tous les épisodes de ce podcast, rendez-vous sur notre site internet. À très bientôt!